Il y a un insecte qui bâtit des civilisations, élève des troupeaux, cultive des champs, mène des armées au front et même réduit en esclavage ses ennemis. Cet insecte, c'est la fourmi. Car oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, tout ce que je viens de vous dire est vrai. Alors laissez-moi vous entraîner dans un voyage vers le monde fascinant des fourmis. Les fourmis sont des descendantes des guêpes faisant toutes les deux parties de la superfamille des Vespoidés qui comportent les fourmis et les guêpes sociales et solitaires. Les fourmis sont apparues il y a à peu près 100 millions d'années au Crétacé inférieur, dérivant sûrement d'un groupe de guêpes solitaires. Les fourmis furent peu touchées par l'extinction Crétacé-Paléogène et continuèrent leur évolution jusqu'à arriver au groupe moderne. La famille des fourmis est une famille d'insectes très diversifiée, comptant environ 17 000 espèces vivant toutes dans des environnements divers, déserts, forêts, jungles, prairies, etc. Les fourmis sont un groupe caractérisé par leur eusocialité, c'est-à-dire leur capacité à s'organiser pour créer des sociétés complexes. Leurs sociétés, en général ça dépend des espèces, sont organisées avec une ou plusieurs reines qui s'occupent de pondre les œufs dans la colonie. Des ouvrières dont le but est de chercher la nourriture pour la colonie et de s'occuper des larves, et enfin les princes et les princesses qui sont les fondateurs des futures colonies. Bon, il y a aussi des rôles comme soldats, esclaves, nourricières, mais on verra ça plus tard. La plupart des fourmis ont deux sources de nourriture principales, la viande que ce soit des insectes, des cadavres de mammifères, etc. et le sucre, miel, fruits, produits humains sucrés, etc. même si les préférences entre les deux sources varient beaucoup selon les espèces. D'ailleurs, la source de sucre de la majorité des fourmis est acquise grâce à l'élevage de pucerons, de petits insectes que les fourmis protègent, élèvent et même déplacent dans des lieux assignés pour se nourrir de leur miella, une sécrétion sucrée que les pucerons produisent naturellement. Et ouais, l'homme n'est pas le seul être vivant à pratiquer l'agriculture, les fourmis le font aussi. L'histoire d'une colonie commence de la colonie d'origine de la future reine. En effet, un des œufs fraîchement pondus par la reine actuelle, quand il éclora, sera plus nourri que ses camarades ouvrières, ce qui en résultera en un développement différent de cette larve. Au lieu de se développer normalement comme les autres ouvrières, la future reine possède des ailes et des organes reproducteurs parfaitement développés. Dans son nid, d'autres individus ailés sont nés, les princes, qui résultent d'un œuf non fécondé, qui joueront un rôle plus tard dans la naissance de la future colonie. La future reine passera donc du stade d'œuf au stade de larve, puis s'enfuira dans un cocon pour devenir une nymphe, et enfin elle passera au stade adulte, là où elle attendra le moment opportun pour commencer son plan. Et c'est lors d'une chaude journée d'été, après une pluie, que la colonie laisse la future reine et les princes prendre leur envol. C'est ce qu'on appelle l'essaimage, l'événement là où des princes et des princesses de toutes les colonies prennent leur envol pour s'accoupler et fonder leur colonie. La future reine, attirée par des phéromones des mâles des autres colonies, trouve rapidement un ou plusieurs mâles attirés par son odeur, avec laquelle elle s'accouple pour remplir sa spermathèque, la poche où est stocké le sperme des mâles pour créer les ouvrières. Une fois leurs petites affaires terminées, les mâles meurent de fatigue ou bouffés par des prédateurs ayant accompli leur mission, et oui c'est cruel, mais c'est comme ça malheureusement. Et les futures reines, maintenant prêtes à créer leur empire, elles rencontreront beaucoup d'obstacles. D'abord, les autres colonies qui, attirées par les phéromones, n'hésiteront pas à profiter de toutes les protéines que les pauvres princesses représentent, les oiseaux qui se régalent de tous ces insectes vulnérables, ou encore finiront noyés ou par mourir de faim. Mais notre reine, elle, réussit miraculeusement à survivre à tout ça et se trouve un coin sombre, sous une pierre, dans un terrier, dans un tronc d'arbre, ça peut être n'importe où, mais ce sera le point de départ du futur empire des fourmis. Même si certaines espèces retournent juste à leur colonie d'origine, pouvant tolérer plusieurs reines et restent proches de leur madré. Là maintenant, reine, après avoir trouvé son endroit, pond quelques œufs et s'arrache les ailes, ne servant plus à rien. Dépendant des espèces, certaines peuvent fonder leur nid en colocation avec d'autres jeunes reines, s'aidant donc pour créer une colonie plus puissante. Cette colocation peut durer toute la durée d'une colonie, où les reines peuvent finir par s'entretuer n'en laissant qu'une, comme dans Koh-Lanta un peu. Là où les reines s'enferment donc en attendant l'éclosion de leurs œufs et en se servant de quelques-uns comme nourriture, n'osant pas beaucoup s'aventurer à l'extérieur. Une fois les œufs puis les larves métamorphosées en ouvrières, les reines ne sont dédiées qu'à une seule tâche, la ponte. Les ouvrières, elles, membres du nouvel empire, commencent à s'aventurer en dehors du nid pour chercher de la nourriture sous forme d'insectes, de cadavres, de miella, etc. Donc au fil des années, la colonie s'agrandit, de plus en plus d'ouvrières naissent, et l'empire s'étend de plus en plus. Et donc, quelques années après le début de la colonie, les ressources alimentaires permettent enfin aux premiers princes et princesses de naître, recommençant ainsi le cycle qui a vu naître la colonie. La colonie recommencera ainsi tous les étés à produire des princes et des princesses, jusqu'à ce qu'éventuellement, entre 15 et 20 ans après la création de l'Empire, la spermathèque de la reine ne s'épuise. Ne pouvant plus produire de nouvelles ouvrières, la reine et la colonie sont condamnées à une mort lente, plongeant peu à peu dans l'oubli. Mais quelques espèces échappent à cette règle. Certaines, telles les armées mongoles de Genghis Khan, sont nomades, tuant tout animal osant se trouver sur leur chemin. D'autres créent des empires éternels qui s'étendent sur des kilomètres,
Enfin bref, si vous le voulez bien, parlons de ces espèces-là. Alors, comme espèce particulière à traiter, j'aimerais d'abord parler des fourmis légionnaires ou des fourmis mongoles, comme je les appelle, car leur stratégie ressemble beaucoup à celle des armées de Genghis Khan. Ces fourmis du genre Eucyton, en Amérique du Sud et centrale, ne sont pas comme les autres fourmis. En effet, elles ont un cycle de vie divisé en deux parties. La phase statique où la colonie est posée à un endroit fixe. La reine est protégée par ses ouvrières qui se servent de leur corps comme mur pour la colonie, créant un bivouac dans lequel la reine et leurs larves sont abritées. La reine, pendant cette phase, pond environ 80 000 œufs. Quand ces œufs éclosent, la colonie commence à s'exciter et passe en mode nomade. Les millions d'ouvrières de la colonie forment alors des armées de fourmis qui commencent à s'attaquer à littéralement tous les animaux aux alentours, en quête de nourriture pour leurs larves, que ce soit les sauterelles, les guêpes, les lézards, les oiseaux, les rats et les serpents. En fait, rien n'est épargné par ces fourmis terroristes, à part les arbres en fait. Pour se reproduire, la colonie a adopté un comportement différent de la fourmi basique. En effet, tous les 3 ans que les colonies atteignent leur taille maximale, la colonie se sépare entre les nouvelles reines qui sont nées pendant les raids, et soit l'ancienne reine garde une partie de la colonie ou se fait virer. Si la reine meurt pendant une partie de chasse, les ouvrières auront un comportement assez intéressant. En effet, au lieu de se laisser mourir comme des merdes comme les autres fourmis, elles iront chercher une autre colonie pour fusionner avec, ou trouver une jeune reine isolée pour l'adopter, et de cette façon, la colonie ne meurt pas. Les fourmis légionnaires sont en concurrence avec de nombreuses espèces de fourmis sur leur territoire d'origine, notamment les fourmis de feu et les fourmis d'Argentine, qui sont assez spéciales, vous allez voir. En effet, les fourmis d'Argentine, originaires d'Argentine comme leur nom l'indique, ont littéralement créé un empire s'étendant sur plusieurs pays. Mais dans son milieu d'origine, la petite fourmi d'Argentine était soumise à une concurrence rude avec les fourmis légionnaires. Et les fourmis de feu, donc pour survivre, sa stratégie n'était pas d'avoir un dard comme les fourmis de feu ou d'être des terroristes comme les fourmis légionnaires. Non, sa stratégie était d'abord de commencer comme les colonies de fourmis classiques, avec une seule reine, puis au fur et à mesure que la colonie s'agrandit, de plus en plus de reines naissent dans le nid, causant une croissance exponentielle de la colonie, pouvant atteindre des centaines de millions d'individus pour des centaines de reines. Ainsi, leur force réside dans leur immense population, pouvant rapidement submerger les insectes ennemis. Normalement, quand la colonie atteint un certain seuil d'individus, certaines reines partent fonder de nouvelles colonies, faisant totalement sécession de l'ancienne, et parfois même leur déclarant la guerre quelques générations plus tard. Mais leur comportement habituel fut perturbé par notre espèce, l'être humain, qui fit une énorme erreur. En effet, avec le commerce de biens d'Argentine dans le reste du monde, les fourmis d'Argentine embarquèrent sur des bateaux de marchandises et mirent pied à terre en Europe et en Amérique du Nord à la fin du Xe siècle. Au lieu d'être dans un monde hostile, entouré d'autres insectes, de colonies ennemies, etc., dans leurs nouveaux environnements, se retrouvèrent entourés d'espèces faibles, pour la plupart incapables de se défendre, dans un environnement riche en nourriture. En plus de ça, un bug dans la matrice des fourmis d'Argentine se produit. En effet, les fourmis d'Argentine arrivées en Amérique et en Europe étaient génétiquement très similaires entre elles et peu nombreuses. Ce qui fait que les reines qui allaient fonder leur colonie ne se séparaient pas vraiment de la colonie mère et restaient alliées à celle-ci, créant ce qu'on appelle une super colonie. Une société rivalisant en termes de complexité avec même la société humaine. Et s'étendant sur de nombreux continents, par exemple en Europe, une super colonie s'étend sur le pourtour méditerranéen de l'Espagne, du Portugal, de la France et de l'Italie. Mais bien évidemment, les espèces sauvages originaires de ces milieux sont fortement impactées. Par exemple en Californie, avec les fourmis d'Argentine, qui avaient remplacé 90% des fourmis natives, inondant leurs colonies avec leurs milliards de soldats. Les autres insectes ne sont aussi clairement pas à l'abri des fourmis d'Argentine. Par exemple, certaines espèces d'invertébrés ont quasiment disparu de leurs habitats naturels depuis l'introduction des fourmis d'Argentine. Du côté de l'agriculture, les fourmis d'Argentine élèvent et protègent des prédateurs, les pucerons, pour se nourrir de la miela, du liquide sucré. Ainsi, les pucerons se reproduisent énormément sur des plantes qui normalement pourraient les supporter, mais qui meurent totalement vidées de leur sève par leur surplus de pucerons. Les plus grandes victimes sont les plantations de citronniers, de maïs et de poiriers. De plus, les fourmis d'Argentine, très petites, oscillant entre 2 et 3 mm de long, n'ont pas de mal à se faufiler dans les maisons et à causer des dégâts, mangeant les stocks de nourriture et fondant des colonies dans les maisons. Mais heureusement, ces fourmis-là ont des faiblesses, comme le fait que leurs super colonies se battent parfois entre elles. Par exemple, près du lac Hodge, se déroule une guerre totale entre 2 super colonies sur une ligne de front s'étendant sur des kilomètres, avec quasiment 30 millions de fourmis qui meurent tous les ans. Oui, il y a plus de fourmis qui meurent dans une guerre de fourmis que d'humains qui meurent pendant la Première Guerre mondiale. Et il y a le climat qui cantonne les fourmis d'Argentine à des régions chaudes comme la Méditerranée ou Hawaï, et une espèce de fourmi qui a été prouvée résistante à la fourmi d'Argentine, Tapinoma nigerium. Un autre genre de fourmi s'illustre par ses étranges propriétés, la Polyergus, la fourmi esclavagiste, et vous allez bientôt comprendre pourquoi elle s'appelle comme ça. La Polyergus est une fourmi assez petite mesurant entre 4 et 10 mm de long. Elle est constituée de 2 classes principales, les ouvrières et les reines. Ces fourmis sont littéralement incapables de se nourrir par elles-mêmes ou de prendre soin de leurs larves. Donc, vous vous demandez sûrement comment elles font pour survivre. La réponse est dans le seul domaine dans lequel ces fourmis excellent, le combat.
En effet, une colonie de Polyergus survit en envoyant des éclaireurs chercher des colonies de fourmis du genre Formica. Une fois une colonie trouvée, les Polyergus entrent dans une frénésie et forment une armée de milliers de fourmis. Une fois arrivés au nid, l'attaque commence immédiatement. Alors des milliers de Polyergus s'infiltrent dans le nid des Formica. Même si les Formica sont en supériorité numérique comparée à leurs assaillantes, elles sont désorientées par leurs adversaires et n'arrivent pas à se défendre. Le peu de Formica capables de se battre sont rapidement déchiquetés par les mandibules puissantes des Polyergus. Le manque de réponse des Formica est sûrement dû à des phéromones que les Polyergus émettent en attaquant le nid pour perturber les Formica. Et donc les Polyergus pénètrent profondément dans le nid, kidnappant les larves et les nymphes, et dans la plupart des cas épargnant la reine ennemie. Ensuite, une fois que le maximum de larves et de nymphes ont été kidnappés, les Polyergus retournent dans leur nid, laissant le nid de Formica en PLS. Donc, une fois au nid, les larves et les nymphes de Formica s'imprègnent de l'odeur des Polyergus, et donc, une fois adultes, les Formica capturés se comportent comme s'ils faisaient partie de la colonie de Polyergus, nourrissant leurs kidnappeurs, s'occupant des larves, nettoyant le nid, etc. En fait, ces ouvrières font toutes les tâches dont les Polyergus sont incapables de réaliser. Ce lavage de cerveau va si loin que si ces Formica rencontrent des fourmis indépendantes de la nature, elles se battront contre elles. Comme ces ouvrières ne peuvent pas se reproduire quand elles meurent de vieillesse, le seul moyen pour les Polyergus de subsister est de conduire de nouveaux raids sur les colonies voisines des Formica. Mais pour créer de nouvelles colonies, les Polyergus ont deux choix. Soit lors d'un raid, une jeune reine Polyergus suit l'armée assaillante et tue la reine, prenant le contrôle de la colonie, mais étant vulnérable aux attaques de sa colonie mère, qui n'aime pas trop les autres colonies esclavagistes dans son chemin. Et la deuxième solution consiste en la stratégie que la reine va trouver un nid de Formica, loin de sa colonie de naissance, s'attaquant à la colonie de Formica, toute seule étant non attaquée grâce au phéromone de dissuasion qu'elle émet, se précipitant dans les profondeurs du nid jusqu'à trouver la reine. Et là, un combat digne de Naruto vs Sasuke se produit, entre la reine Formica et Polyergus. Si elle gagne le combat, elle s'imprègne de l'odeur de l'ancienne reine Formica, désormais morte, et devient la souveraine légitime du nid de Formica. Elle commence ensuite à pondre ses propres œufs, qui donneront naissance à des Polyergus qui conduiront d'autres raids. Bon, j'aurais préféré parler d'autres fourmis, mais bon, les espèces sont tellement diverses que je pense que je ferai d'autres vidéos là-dessus. Donc c'était Mandibulata, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à regarder la vidéo qui va s'afficher juste là. Abonnez-vous aussi.